Bonjour à toutes et à tous. Pour cette première masterclass, les masterclass, c'est un format inédit qu'on a mis en place pour cette 4e édition du forum Le Monde Nouveau. Un format, vous le voyez, vous le vivez, vous le ressentez, qui se veut effectivement une conversation à deux voix avec nos intervenants. Ici, ce matin, nos 2 intervenantes. Et bien évidemment, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc n'hésitez pas à nous faire signe si vous souhaitez poser des questions sur ce sujet central qu'on commence aujourd'hui ensemble, les femmes au cœur du réacteur. Pourquoi cette question? C'est effectivement ce qu'on verra avec nos 2 intervenantes. Nathalie Hill, merci d'être là. Et Mélina Lompré, merci à toutes les 2. Ravie. Merci Laura. Également, effectivement, c'est un vrai bonheur de vous avoir. C'est également un vrai bonheur de vous accueillir dans cette belle salle du Dôme. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. Vous avez fait le bon choix, je pense. Pourquoi? Parce que les masterclass, c'est vraiment des sujets qu'on va pouvoir dépouiller, qu'on va pouvoir approfondir avec à chaque fois 2 intervenants de grande qualité. Un dernier conseil, ou plutôt un dernier ordre, excusez-moi, je suis un peu comme ça aussi. N'oubliez pas bien évidemment de mettre vos téléphones en mode silencieux pour conserver cette belle acoustique et ce bon confort qu'on a au sein de ce dôme. Nathalie, Mélina, il est temps maintenant de vous donner la parole. Ce que je vous propose, c'est chacune de vous présenter. Mélina, vous commencez ? Volontiers. Bonjour à toutes et à tous, ravie d'être ici. Moi, j'ai fait des études en économie et j'ai passé ma carrière à déconstruire ce que j'ai appris sur les bancs d'école. J'ai cherché une manière de finalement insuffler les sciences sociales dans des espaces de pouvoir ou de décision. Et en réfléchissant, j'ai trouvé le développement durable qui est une manière de se positionner un peu à la frontière entre l'entreprise et la société, en faisant rentrer les sciences sociales, rentrer les parties prenantes, les personnes affectées par les activités de l'entreprise à l'intérieur. Et ça me paraissait être le bon espace pour agir et refaire du lien entre des mondes qui ne se parlent pas et qui ont besoin de se parler si on veut redoubler d'efforts et requintupler d'efforts pour sauver le vivant. Juste, pardon Nathalie, Mélina, donc juste pour précision, effectivement, vous êtes là en tant que personne, en tant que Mélina Lompré. Oui, merci Laura. Il s'avère que mon chemin m'a menée vers une carrière dans le développement durable. J'ai travaillé comme consultante dans un cabinet qui s'appelle Utopie, dont c'est la raison d'être. Et puis aussi, maintenant, je suis coordinatrice au développement durable dans le groupe Bouygues, que je ne représente pas ce soir. Je suis là en tant que citoyenne. Et d'ailleurs, ce n'est pas le soir, c'est le jour. Merci Mélina. Nathalie? Donc ravie d'être là aussi. Alors moi, je suis engagée pour la mer et le vivant. J'ai découvert assez tard le monde de la mer en faisant une traversée des Açores jusqu'à Marseille. Et là, j'ai découvert un monde où on n'était pas au-dessus de la nature. On était obligatoirement dans l'adaptation à la nature. Je dois dire que depuis cette traversée-là, j'ai changé ma vie et ma vie est au service du milieu marin aujourd'hui. Et la mer, c'est ce qui m'a le plus appris, je crois, sur les valeurs humaines, sur une culture, sur énormément de choses. Et donc, depuis ce temps-là, j'ai passé mes brevets de capitaine. Et donc, le deuxième pilier qui a fait ce que je suis aujourd'hui, c'est de découvrir un monde très masculin dans le milieu marin. Et on m'avait rapidement dit que même si j'avais le diplôme de capitaine, en fait, j'allais sûrement être hôtesse. Or, je ne sais pas cuisiner et faire le ménage, c'était pas trop mon ambition à la base. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, je vais monter mon association et mon association sera portée par des femmes. Et donc aujourd'hui, je suis à la tête, je suis fondatrice de l'association Women for Sea, qui rassemble des femmes engagées pour le milieu marin. Et ensemble, on œuvre à ces causes-là. Merci, effectivement, un parcours atypique, on peut le dire, mais qui vous a mené chacune, finalement, à se poser aussi des questions au quotidien. C'est vrai qu'en préparant la table ronde, la masterclass, on s'est posé la question de quel sera le public. Et je pense que vous l'avez vu quand ils sont arrivés, on a un public assez jeune, et merci à vous. Et également un public totalement paritaire, puisqu'on a autant de garçons et de messieurs que de jeunes filles et de femmes. Donc ça, c'est assez chouette. Ça fait très, 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 très plaisir.
Parce que moi, ça fait 10 ans que je suis dans ce monde et j'ai l'habitude de faire des interventions où il y a 50 femmes et 1 ou 2 hommes maximum. C'est vrai, c'est souvent... Tout le monde est concerné par ce sujet, ça fait plaisir. Exactement. Alors, tout le monde est concerné par ce sujet, mais malheureusement, pourquoi on est quand même encore en 2023 à se poser la question concrètement de la place des femmes et du rôle qu'elles doivent jouer, notamment dans la transition environnementale et sociétale? Donc moi, j'ai envie de faire un petit retour dans l'histoire quand même sur leur place. Leur place, il y a encore pas longtemps, c'était pas dans les décisions, pas dans la visibilité. Je crois qu'on porte notre histoire de femmes depuis des générations et des générations. Les femmes sont plutôt en arrière-plan. Elles sont généralement soumises, généralement à la maison, à l'intérieur, à s'occuper des enfants. Bon, le droit de vote, c'est quand même il n'y a pas très longtemps, hein. Et donc, je pense qu'il y a un temps déjà obligatoire pour que l'on puisse prendre notre place, voilà, et qu'on puisse s'affirmer, se dire aussi je suis capable de, j'ai le droit d'être entendue. Et donc il y a un vrai travail sur nous les femmes à aller vers ok, je vais prendre ma place dans ce monde-là aussi. Voilà, donc sur le côté place, et donc on en parlait aujourd'hui, en fait on le voit dans les médias, dans les postes à décision, dans les chefs d'entreprise, elles sont encore très présentes. Enfin, en tout cas, plus on va haut dans les postes à décision, dans les gouvernances, elles sont très peu présentes, et surtout, peut-être je te laisse la parole là-dessus, sur les codes. Jusqu'à maintenant, elles ont dû, pour trouver leur place, prendre des codes masculins. Parce que c'est un monde qui a été fondé par des hommes, hein, c'est l'histoire, c'est comme ça. C'est un monde qui fonctionne sur des valeurs masculines. Et donc pour trouver sa place, pour être peut-être écoutée, pour œuvrer, je crois qu'elles ont dû prendre des codes masculins. Et donc, il y a ça, il y a qu'est-ce qu'on va réinventer en fait pour nous, quelle va être notre façon aussi de coopérer, d'agir dans cette société, quels vont être nos codes de leadership. Mélina, je te laisse là-dessus. C'était... Avec plaisir. Pour dire un mot là-dessus, peut-être juste revenir en arrière un instant sur la question du lien entre urgence écologique et place des femmes. Pour moi, il y a un lien très, très clair qui est que si on veut remettre l'économie au service du vivant, si on veut avoir un avenir et remettre le monde au service du vivant, on a besoin que les femmes occupent leur juste place, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et au-delà des femmes, on a besoin d'un pouvoir qui soit exercé de manière plus féminine pour sortir de ces logiques de domination de l'humain sur la nature, de l'homme sur la femme, et dans des logiques de gouvernance plus horizontale, plus inclusive, plus à l'écoute des signaux faibles, des voix minoritaires, des besoins des autres, et se penser sachant et plus intelligent que les autres, et donc apte à décider seul, ça nous mène à la catastrophe. Et je pense que le pouvoir au féminin peut venir rééquilibrer ça vers une gouvernance plus inclusive, avec plus d'écoute. On dit souvent en management qu'on a 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus qu'on parle. Et ça, c'est féminin, je pense. Moi, c'est un peu mon vécu aussi. Je te repasse la parole dans 2 secondes. Moi, j'ai remarqué autour de moi que c'est plus spontané chez les femmes de demander l'avis aux autres, de s'entourer, de pas partir du principe que leur intuition est la bonne, et de demander leur avis aux autres, de collaborer, de demander des bonnes pratiques aux autres, et avec humilité reconnaître que y a pas besoin de réinventer la roue et de copier intelligemment ce qu'a fait l'autre. C'est dans l'intérêt général. Et ça, ça tombe bien, c'est un peu mon quotidien dans le développement durable, c'est ça, c'est de s'inspirer des bonnes pratiques, de partager des bonnes pratiques, de coopérer, d'inventer des nouveaux machins pour changer l'économie en collaborant, là où c'est pas toujours évident d'ailleurs, avec des parties prenantes qui n'ont pas l'habitude de discuter avec les entreprises. Mais les femmes apportent ça, et on en a besoin pour une économie au service de la vie, quoi.
Et oui, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que donc, dans les navigations de l'assaut, on est toujours dans la pluridisciplinarité. Et souvent, on me dit, mais est-ce qu'il n'y a pas justement dans les classes, selon d'où viennent les femmes, plus de prises de parole ou quoi? Et en fait, ce qu'on se rend compte en mer, c'est que naturellement, la prise de parole, elle est complètement équitable. Il y a beaucoup d'écoute et chacune a de la place pour sa parole. Et il n'y a pas besoin d'aller vers de la domination, de la puissance, et c'est hyper naturel. Et on le disait tout à l'heure, le fonctionnement de notre société, c'est beaucoup en silo. On est océanographe et on ne fonctionne pas avec les sociologues de l'environnement. On est dans des secteurs hyper précis, on travaille peu avec d'autres, et pourtant le monde de demain, il sera construit ensemble. Et je crois qu'encore une fois, petit lien à la nature, elle travaille de façon écosystémique et elle travaille ensemble, en symbiose, pour la biodiversité, pour le vivant, pour qu'une forêt fonctionne. Tous les éléments ont besoin les uns des autres. S'il y a un élément qui part, c'est fini. Et je crois que, encore une fois, il faut qu'on s'inspire de ça pour construire le monde de demain. Et donc ça passera obligatoirement par la communication ensemble, la collaboration et la prise en compte du regard de l'autre pour intégrer cette complexité, en fait, qui est voilà, je crois on ne peut pas être dans la simplicité pour construire. Le regard de l'autre, tu l'as dit, mais également la parole de l'autre. Et on peut quand même se poser la question, est-ce qu'on est plus ou est-ce qu'on est moins entendu quand on est une femme ? Question facile. Alors, je l'ai dit, on le voit dans les médias. Par exemple, j'ai encore, il y a quelques jours, le directeur du pôle mer de Ouest France qui me dit, mais en fait, j'en ai marre, dans mon canard, on voit la plupart des intervenants sont que des hommes. Donc, il y a un vrai job là-dessus. Il y a un job, bien sûr, de la part de tous et toutes à penser aux femmes pour les faire intervenir. Et puis, il y a un job du côté des femmes à se dire oui, j'ai l'expertise, oui, j'ai la légitimité. Et c'est pour ça que je parle de temps, parce qu'il y a besoin de temps aussi à nous pour prendre confiance, se révéler, se dire j'arrête d'écouter et je prends la parole. C'est une vraie démarche. On a plus tendance à écouter qu'à prendre la parole. Et donc c'est vraiment des deux côtés. J'ai envie que tu rebondisses sur ton exemple de table ronde. Il faut que je confesse que pas plus tard qu'hier soir, en discutant sur WhatsApp avec une amie, elle me demande, t'aurais pas un speaker pour bousculer un comex là, quelqu'un qui les bouscule bien. Et spontanément, je lui ai donné 3 noms d'hommes. Et après, elle me dit, t'as pas une femme. Franchement, les speakers, c'est toujours des hommes. Et après, en réfléchissant, effectivement, j'ai pensé à 2 femmes, mais dans un deuxième temps. Et c'est intéressant, c'est révélateur, parce qu'on est là, pas plus tard qu'hier, c'est quand même intéressant, alors qu'on était sur le point de parler de ce sujet-là. Donc j'ai encore ça quelque part en moi. Et je pense que si je creuse un peu pourquoi j'ai ce biais-là, moi aussi, c'est parce qu'il y a encore une logique de boys club. Il y a encore une parole d'homme ne passe pas de la même manière, en tout cas dans l'entreprise, mais dans beaucoup de milieux, de la même manière qu'une parole de femme, d'autant plus une femme jeune. Hein. Et il y a cette notion de code, d'être capable de ranger son... moi, par exemple, ça m'est souvent arrivé de laisser transparaître mes émotions, ou que ça se ressente, même si je lisse mon discours, que je parle avec le cœur et que je dis pas ça parce que c'est un discours purement business, c'est parce que j'ai des convictions. Et ça, c'est pas encore complètement OK, en fait, dans certains milieux. Et ce côté un peu cynique, en fait, il y a quelque chose de... que inconsciemment, je pense, un homme est capable de composer avec ça un peu mieux, je pense. Il y a moins ce soupçon de c'est une femme qui va nous faire part de ses intuitions et de sa subjectivité, quoi. Et du coup, pour rebondir, je pense que alors souvent, les hommes me disent on a voulu mettre des femmes, mais on n'a pas trouvé. Elles sont pas là, il y a personne.
Donc si, bien sûr, il y a des femmes scientifiques, il y a des femmes qui ont des expertises de dingue, des femmes ingénieurs, des femmes voilà, politiques, etc. Et donc, on en vient un peu à la discrimination positive. Et donc, j'ai énormément de gens autour de moi qui me disent « Ah oui, la discrimination positive, machin, c'est horrible. » Mais je pense que c'est obligé. On passera par là, faire des tables rondes à parité, des interventions, enfin, des CA à parité. Il faudra passer par là avant qu'on se dise bah oui, en fait, elle a les compétences. Alors, peut-être elle est arrivée là juste parce qu'elle est une femme. Mais il y a beaucoup d'hommes qui arrivent là, de toute façon, qui n'ont pas les compétences, mais qui sont là parce qu'ils connaissent un tel. Donc, je me dis... Eh ben, pourquoi pas un peu des femmes aussi. et aussi, de toute façon, la plupart du temps, elles ont les compétences. Et est-ce qu'on est obligé à chaque fois, tu vois, dans les interventions, les colloques, les machins, d'avoir le numéro 1 ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir finalement la numéro 2 ou la numéro 3 qui va peut-être avoir beaucoup plus d'expertise, qui va parler moins globalement, mais plus précisément, et finalement de renoncer au numéro 1 ? En fait, est-ce que c'est grave ? Et du coup, se permettre d'avoir une femme qui apporte un autre regard, une autre couleur à l'intervention. Sur cette question, effectivement, de se donner l'opportunité et également donner aux autres l'opportunité de prendre la parole. Effectivement, heureusement, ça évolue. Hein, et je tiens à souligner notamment, par exemple, le collectif Les Expertes, qui essaye de mettre en avant, effectivement, des femmes qui ont l'expertise dont tu parlais, etc. Et puis, bien évidemment, le groupe Midi Libre, qui met en œuvre, ça c'est fondamental pour Midi Libre, également pour le groupe La Dépêche, de mettre en avant aussi des femmes. Pourquoi ? Pas par obligation, mais en tout cas par vraie volonté. Si on revient aussi sur qui prend la parole et plutôt qui est sur le devant de la scène. Nathalie, tu as un exemple aussi assez significatif récemment. Ah oui. Et puis on reviendra aussi, Mélina, sur le secteur privé qui malgré tout reste dans cette attitude boys club comme tu disais. Nathalie. Alors oui, on me dit aussi souvent, mais finalement, bon, l'égalité, vous l'avez voulu, vous l'avez eu, c'est bon, c'est plus un sujet. Je parle volontairement des remarques un petit peu provocatrices. Il n'y a pas longtemps, on a été sur un gros projet qui s'appelle The Arch, qui visait à emmener 1500 entrepreneurs et solutions pour la transition écologique de demain sur un gros paquebot. Et on était tous à bord et donc ils avaient invité quelques assos dont nous faisions partie. Nous étions très heureuses d'être là. Donc on représentait un peu les femmes. Et il y avait aussi des jeunes, ils avaient invité les pépites vertes, qui est aussi, voilà, parce que c'est quand on est jeune, on n'est pas entendu, et quand on est jeune et une femme, bon bah là, et puis là si on cumule qu'on est de couleur, qu'on est jeune et qu'on est une femme, bon bref. Donc sur ce bateau-là, premier soir, il y a plein de panels, des gens qui ont fondé The Arch, des gens qui interviennent, des entreprises, et là sur un panel de 40 hommes, et il y a dû avoir 4 femmes qui sont intervenues. Donc évidemment, on l'a tous remarqué. Et le dernier soir, on pitch l'association. Et on a été, donc j'ai remis l'image du premier soir. Et le premier soir, il y avait un panel sur l'image là, de 14 hommes. Et en plus, c'était un panel sur le milieu marin. Il se trouve que dans l'association, on est 300 femmes et il y a un tiers au moins des nanas qui sont des expertes, des scientifiques. Enfin, voilà. Donc, il y a des expertes. Qu'on ne me dise pas qu'on ne les trouve pas. Et donc, on a pitché l'association et pour la première fois, on a été encensés et on a dit oui, il y a un besoin, oui, il faut que vous fassiez ça. Et je veux dire, moi, c'est assez récent qu'on me dise que nos actions répondent à un vrai besoin. Il y a 10 ans, on me disait mais pourquoi, c'est quoi l'intérêt, pourquoi tu fais ça ? Les femmes, elles sont bien, il n'y a aucun souci en fait. Les gens ne comprenaient pas, ou quand on faisait des navigations entre femmes, on disait mais vous allez vous crêper de chignon, vous allez vous ennuyer. Je dois dire, je suis très heureuse parce que je n'ai plus du tout ce genre de remarques. Il commence à y avoir des hommes qui viennent, qui sont impliqués. Il commence à y avoir des hommes qui me disent j'ai envie de faire parler mon féminin, j'ai envie de construire avec mon féminin. Et ça, je trouve ça très très beau, très très fort, parce que le féminin, voilà, c'est la coopération, l'écoute, la sensibilité, voilà, dans ce que j'entends chez eux, en tout cas, c'est ça. Et ce soir-là, des dirigeants, des gens lambda, des hommes sont venus me voir et ont dit merci de faire des actions comme ça. Et c'était voilà, une des premières fois que les hommes venaient. Et pour moi, ça m'a vraiment fait plaisir parce que souvent,
avant, on me disait, des hommes venaient, ils me disaient mais on est exclus de ça. Pourquoi vous excluez les hommes? Et ben, je suis très heureuse que là, les hommes commencent à se sentir inclus dans cette aventure. Mélina, toi, dans le secteur privé, tu travailles dans un grand groupe industriel, dans les métiers de la RSE. Là aussi, tu nous faisais part tout à l'heure. Effectivement, il y a quand même, malgré tout, encore des codes, encore des plafonds de verre, encore des façons de voir, même si pourtant les métiers de la RSE, généralement, sont plutôt féminins. Oui, c'est très clair que le métier de la RSE est assez féminin. Il y a une vaste majorité de femmes directrices RSE et c'est pareil dans leurs équipes. Ça évolue, mais il y a, oui, au risque de dénoncer un cliché, il y a quand même cette idée de femmes qui sont plutôt dans des rôles fonctionnels, des RH, des directrices de la communication, des directrices RSE. Et ça reste encore aujourd'hui, malgré les progrès notoires qu'on peut saluer, et c'est vrai que ça a beaucoup changé, la place des femmes dans les entreprises, il y a encore peu de femmes dans des postes de direction opérationnelle. Et on le ressent dans les logiques de pouvoir dans les entreprises. Les opérationnels n'ont pas le même pouvoir que les fonctionnels, donc les fonctions transverses. Pourquoi? Parce que c'est eux qui rapportent l'argent. Et c'est très clair, quand il faut faire des arbitrages, les fonctionnels, on est dans notre rôle de dire il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, il faudrait avoir un guide droits humains, il faudrait avoir une politique climat. Bon, très bien, mais in fine, si les opérationnels estiment que les équipes n'ont pas le temps et qu'il faut faire tourner la boutique, eh bien, les arbitrages, ils se font en fonction de là d'où vient l'argent. Et est-ce que tu voudrais dire la remarque que ça t'a inspiré quand on en a parlé? En 2 mots, c'était ce que ça t'avait fait penser, c'est un peu comme dans les couples de l'ancien monde où l'homme rapportait l'argent et pas la femme. En fait, ça joue sur les logiques de pouvoir, quoi. Et tout à l'heure, chacune, vous l'avez évoqué assez naturellement, finalement, se poser la question de la place des femmes dans la transition environnementale et sociétale. Forcément, c'est regarder le monde, l'économie, le monde, etc., de façon systémique et de façon écosystémique. Et c'est un petit peu ce que tu disais, Mélina, c'est-à-dire que plus que porter le nombre de femmes au pouvoir, c'est finalement plutôt avoir une nouvelle approche. Oui, moi je pense que c'est une question de pouvoir au féminin. Mais le féminin et le masculin, chaque être humain a ça en lui et en elle en fait. Et c'est pas juste une histoire d'avoir plus de femmes, ça passe par là bien sûr, mais c'est aussi d'autoriser cette part féminine qui consiste à assumer son intuition, assumer de prendre des décisions avec de l'intelligence du cœur plus qu'avec de l'intelligence du cerveau. Et je pense qu'on prendrait des meilleures décisions si on assumait de prendre une décision avec l'intelligence du cœur. Et ça reste une frontière à franchir dans le milieu de l'entreprise où tout est très cérébral, tout est très analytique. On prend des données, on prend des discussions, des décisions sur la base de données froides. Et ça, pour moi, c'est très masculin. Et c'est l'inventeur du PIB lui-même qui avait dit que tout ce qui compte vraiment, on ne peut pas le compter avec le PIB, en fait. Et par extension, on ne peut pas le compter dans le chiffre d'affaires non plus. Donc, si on veut se mettre au service de la vie et réfléchir en termes, OK, comment est-ce que je produis ce qui est utile pour la société, pour les besoins essentiels des gens, comment j'arrête l'inutile, je renonce au projet écocide et je prends ma décision en fonction de ça en fait, et je pilote mon entreprise en fonction de est-ce que j'ai répondu à des vrais besoins ou pas et comment je fais ça avec le moins de ressources possible, et puis on verra bien à la fin de l'année ce que ça donne comme chiffre d'affaires, mais enfin bon, ma raison d'être c'est de répondre à des besoins. Ça c'est compliqué à objectiver de manière purement froide et analytique. Par contre, quand on laisse parler son intelligence du cœur, c'est évident. Ouais, ça me fait rebondir sur le fait que, tu vois, nous, en tant qu'asso, sur le volet RSE, il y a encore beaucoup de boîtes qui mettent la RSE au service du business et qui mettent la RSE au service de qu'est-ce qu'on va pouvoir créer comme économie grâce à ça, si tu veux. Voilà. Et vraiment, moi, je suis très heureuse que la RSE devienne obligatoire dans les sociétés, dans les entreprises, parce que c'est quelque chose qui va faire vraiment évoluer. Mais en effet, il y a vraiment besoin de se reposer la question de
ma gouvernance, comment je prends mes décisions, au service de quoi, du chiffre ou du bien commun, de l'humain, voilà, parce que c'est ça. Et je crois que voilà, la gouvernance, la nouvelle gouvernance, elle va être obligatoirement tournée vers quel est notre besoin et plutôt que quelle va être la consommation et sur des valeurs aussi. Et on le voit, l'entreprise, elle est en mutation là-dessus. De plus en plus d'entreprises on se base sur leurs valeurs. Et ça, pour moi, c'est un grand espoir. Alors, je ne le vis pas de l'intérieur parce que ça ne doit pas être facile tous les jours. Mais je me dis qu'on est sur le bon chemin. Après, voilà, il va falloir imposer la douceur, tu vois. C'est ça qui est l'enjeu le plus complexe, parce qu'il va falloir se dire qu'en fait, il va falloir passer par là, parce que j'ai la douceur, mais c'est ça, la coopération, machin, c'est se dire, mais en fait, je vais prendre en compte d'autres choses que l'argent, et c'était tellement beaucoup plus facile, le modèle économique. Voilà, c'est très simple. Et on le voit, aujourd'hui, il y a l'intelligence collective qui vient, qui est vraiment une façon d'arriver à prendre des décisions ensemble, etc. Alors, oui, c'est plus long. Oui, il faut écouter l'autre, oui. Mais c'est tellement plus beau, en fait. Et donc, d'arriver sans être dans la domination, mais à ce que cette beauté humaine de valeur et de s'inspirer justement du fonctionnement du vivant puisse prendre sa place, quoi. Et ça va être ça, le truc de ne pas l'imposer, mais quand même de lui donner de la place. C'est exactement ça. Tu parlais de domination. Et Mélina, là-dessus, la domination entre les hommes et les femmes et la domination entre les hommes sur la planète, l'humain sur la nature, sont complètement liés. Oui, bon, ça c'est pas de moi, hein. C'est un peu le point de départ de l'écoféminisme, mais je pense que c'est très vrai et que si on remonte à la racine de ce qu'on essaye de changer là pour essayer d'avoir l'espoir d'un avenir désirable, c'est ces rapports de domination et c'est une question difficile, hein. Comment on arrive à produire sans dominer? Comment, et d'autant plus à l'époque où on est en train de se dire qu'il faut absolument qu'on sorte du pétrole. Bon, si on sort du pétrole qui produit pour nous énormément de choses et qui nous a permis d'utiliser beaucoup moins nos muscles que nos ancêtres pour gagner notre vie, comment on continue à produire ce dont les gens ont besoin, pas plus, sans esclavage moderne et sans exploitation et sans revenir à des logiques de destruction de la vie, en fait, hein. Et j'ai pas la réponse, hein. C'est une question qui est vraiment profonde, mais je pense que ça, c'est la question à 1 milliard d'euros qu'il faut qu'on se pose au XXIe siècle. Comment on organise la production de manière collégiale, de manière choisie, en donnant du sens au travail, en créant des jobs qui ont du sens et des entreprises qui ont du sens, de manière à ce qu'il y ait une motivation et que les gens ressentent que ce qu'ils font, c'est utile et qu'ils aient envie de le faire et qu'ils ne le fassent pas parce que sinon, ils n'auront pas de quoi mettre du pain sur la table. Et ça, c'est une autre logique économique. Et c'est une logique qui est plus au service de la vie. C'est une logique qui n'est pas de domination. C'est une logique qui est plus fine. De cohabitation. Oui, de cohabitation, c'est un bon mot. Ouais, je crois que ce qui me parle là quand on parle de domination, j'avoue que je me sens pas du tout féministe sur le côté. Il y a énormément de combats sur justement où les féministes répondent sur des actions de domination vers le masculin et de réponse sur le fait de reprendre le pouvoir, etc. Et je crois qu'on se trompe vraiment de combat parce que pour moi c'est vraiment la collaboration pour construire le monde de demain. Et voilà, du coup, sur le rapport de domination, moi, j'ai pas du tout envie de répondre en féministe sur le fait, on va vous faire payer tout ce qu'on a vécu. J'ai envie de préciser un truc. Quand je dis ça, c'est plus profond que les hommes versus les femmes. C'est pas ça, en fait, d'ailleurs. C'est pas du tout ça. C'est comment dire, l'enjeu, c'est qu'on réassume toutes et tous, en fait, en hommes et femmes, une part de féminin en nous. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans des logiques de domination, il y a des hommes qui ne sont pas du tout dans des logiques de domination. C'est pas du tout réduit à être une femme ou à être un homme. C'est une manière
d'exercer le pouvoir, c'est une manière d'être en relation avec les autres, c'est une manière aussi de s'interroger de manière intime. Ça, on a tous Absolument. à travailler. Et ça, c'est vrai que pour le coup, de réécouter justement notre féminin, parce qu'on a tous à un moment des histoires d'ego, des histoires de puissance, de domination, quel que soit homme-femme. Et je voulais juste rebondir sur le côté besoin. Je crois qu'il y a une notion déjà de redéfinir le vrai besoin, parce qu'on entend j'ai besoin d'aller au bout du monde pour faire mes vacances. Pour moi, ça passera aussi par le côté conscientisation de bonheur simple. J'ai souvent sur le côté sobriété ou quoi, je pense que dans des moments, on a la chance de vivre dans un pays qui a une diversité incroyable. Et je pense qu'on a le temps d'avoir une vie pour découvrir les choses qui sont juste à côté de chez soi. Et moi, ce que je remarque, c'est plus je vieillis, moins je pars loin en vacances, et plus je découvre des pépites incroyables. Et je dois dire, ça m'apporte du bonheur de me dire, là, je suis allée en vacances à 1 heure de chez moi, et c'est tellement différent de chez moi. Et tu vois, je pense que de se dire, oui, j'ai besoin toujours d'avoir de l'aération, d'avoir de l'ouverture d'esprit, de rencontrer la différence, mais la différence, elle est juste à côté, par exemple. Ça peut être dans son village, dans sa ville. Et donc, ça passera pour moi par la conscientisation de bonheur non impactant. Et aujourd'hui, moi, à chaque fois que je prends un nouveau pas vers l'engagement, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Et je crois que c'est en étant aligné à soi-même, aligné à soi-même et en conscientisant ce truc de dire, plutôt que de se dire ah là là, qu'est-ce que ça me gonfle de faire la lessive moi-même, là ça me fait perdre du temps, de juste valoriser ce moment et dire ok, ça peut être un moment pour moi aussi, un moment de détente et où je vais faire quelque chose qui m'aligne à moi-même et qui me rend heureuse en fait. Et moi j'ai envie de dire voilà, c'est aussi ce petit transformation-là que j'ai envie qu'on... Et moi aussi, le mot besoin, pour moi, il ouvre plein de brèches essentielles. C'est la notion de... Moi, une de mes maîtres à penser, c'est Kate Raworth, qui est une femme économiste. C'est pas un hasard que ce soit une femme, je pense, qui a conceptualisé l'économie du donut, qui est un cercle. Je pense que si vous êtes là, j'imagine qu'un certain nombre de personnes connaissent. Je pense que tu peux la représenter. Mais je vais le rapidement. redire. Elle a conceptualisé l'économie comme un donut, donc comme l'aliment préféré de Homer Simpson, avec un plafond environnemental et un plancher social. Le plafond environnemental, c'est les 9 limites planétaires dont on en a déjà dépassé 6. Le changement climatique étant une seule limite planétaire, il y en a d'autres. L'accaparement des terres, la biodiversité notamment. Et puis après, il y a les planchers sociaux, donc les vrais besoins. L'eau, l'alimentation, l'égalité des sexes, l'énergie, le revenu, l'habitation. Bon, ça, c'est des vrais besoins. Et le sujet, c'est de revenir à l'intérieur de l'espace sûr et juste pour l'humanité, qui est la partie à l'intérieur du donut. Ça, c'est circulaire, c'est un cycle, c'est féminin. Et donc, le sujet, c'est comment on refond la comptabilité des entreprises et la gouvernance des entreprises et le pilotage des entreprises en fonction de est-ce que je suis en train de revenir à l'intérieur du donut ou est-ce que je suis encore en train de m'en éloigner. Ça, c'est le but ultime de tout ce qu'on fait au quotidien dans la RSE, quoi. Alors tu l'as dit, effectivement, c'est une économiste femme qui a mis en place la théorie du donut. Mais finalement, ce que j'entends de notre échange, c'est que, comme vous l'évoquiez chacune, toutes les deux, ce n'est pas une question de femme ou homme, c'est une question finalement de changer son regard, qu'on soit une femme, un homme, etc., pour construire ce fameux futur désirable qui tend des fois à s'évaporer un chouïa. C'est une question. Non, mais c'est changer de regard, qu'on soit une femme ou un homme, c'est ça. Et tu parlais d'alignement, Nathalie. Je pense que c'est quelque chose aussi sur lequel vous travaillez au quotidien chez Women for Sea. Peut-être que tu veux en dire quelques mots. Oui, moi je suis persuadée qu'en fait le changement et la transformation, ça passera par être aligné et connecté à soi-même. Donc par exemple, parmi les projets chez Women for Sea, on fait des navigations qui s'appellent Toute Cap et Engagée et on commence par se connecter à soi-même, se connecter à ses valeurs. On embarque sur 4 jours et on se connecte à la nature à travers la navigation. On fait équipage. C'est souvent la plupart du temps dans la pluridisciplinarité parce que c'est des femmes très différentes les unes des autres. On explore cette sororité, à quel point ça fait du bien de partager ce qu'on vit, partager
pas forcément des expériences négatives, mais simplement de partager notre engagement. Et du coup, c'est vraiment des navigations qui transforment, qui laissent de la place à, en effet, qui je suis, où j'ai envie d'aller, et du coup, qui décuple énormément la puissance. Ça libère la puissance féminine et les potentialités. Et donc, je suis persuadée, pour retrouver ce réservoir d'énergie pour agir pour le vivant, eh ben, il faut prendre des temps. Ça fait partie peut-être du futur dans le travail aussi, de prendre des temps pour soi, des temps de connexion de où je suis, où je vais, et qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour me réaliser. Et c'est des navigations qui font un bien énorme, et on revient toute pleine d'énergie et toute encore plus engagée. Et c'est très simple, puisque la navigation, tout est limité. En mer, voilà, on a l'eau est limitée, l'électricité est limitée, les déchets, on achète tout en vrac pour faire gaffe. Et là, on voit directement son impact. Et donc, naviguer, c'est aussi une source de modèles durables de vie. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à terre, on ne se rend pas compte. Mais tout est réellement limité, comme en mer. Sauf que là, on le vit. Et donc, pour moi, voilà, la navigation, je suis évidemment amoureuse de la mer et de la navigation. Donc, je trouve que c'est un modèle de vie, en fait. Et Mélina, tu parles aussi souvent, effectivement, pour se reconnecter à soi et se reconnecter aussi à la nature. Tu fais souvent le parallèle entre l'écologie et l'écologie intérieure. Est-ce que tu veux en dire quelques mots rapidement ? Alors, moi, je suis un cordonnier mal chaussé. En ce moment, je me sens pas totalement légitime pour parler d'écologie intérieure, même si c'est un thème qui m'est cher. Mais oui, moi, le monde auquel j'aspire, c'est un monde où on ralentit, clairement. Même si c'est pas tellement mon quotidien en ce moment. Mais par exemple, en t'écoutant, ce qui m'est venu, c'est la semaine de 4 jours, qui est un thème qui monte en ce moment dans l'actualité. Il y a de plus en plus d'entreprises qui l'expérimentent. Parce que ça serait une manière de cocher plein de cases, en fait, de revenir à soi, de souffler un peu, de faire la sieste. J'aime beaucoup les propos de Timothée Paric, l'auteur de Ralentir ou Périr, qui parle de la radicalité de la sieste, de prendre du temps pour cuisiner, pour se reposer, pour être moins frustré, pour moins surconsommer, etc., etc. Et avec juste ça, pour produire moins aussi, et finalement partager le temps de travail et revenir à une société plus apaisée, ça permettrait de cocher vraiment beaucoup de cases, en fait, pour vivre mieux à travers ce qui nous attend. Et ça revient à cette notion de prendre soin de soi, de s'écouter, d'être plus ancré, d'être mieux dans ses baskets et d'être capable de sortir de sa zone de confort et de prendre la parole et d'être, oui, alors plus performant, efficiente, on va dire. Éco-efficace, ouais. Faire plus avec moins d'énergie, c'est un peu ça le défi qui nous attend. Ouais. Alors moi, on y a beaucoup réfléchi dans l'ASSO, parce que mine de rien, en fait, il y a énormément d'ASSO qui sont aussi en burn-out, parce qu'il y a beaucoup à faire. Et donc la semaine de 4 jours, en fait, de bosser 10 heures par jour, on s'est dit que c'était pas spécialement éco-efficient. Du coup, ce qu'on se dit, c'est qu'on ne passera pas la semaine de 4 jours. Par contre, on se prend des temps de respiration, des temps de sport entre midi et 15 heures, des choses comme ça pour justement pouvoir mettre des temps de bouffée d'air, quoi. Bon, tout est à construire. En parlant de bouffée d'air, je vous propose, s'il y a des questions dans le public, que notre chère Lucille vous passe le micro. Moi, je veux bien aussi des questions d'hommes, avec plaisir, puisqu'on en a. Bonjour, merci pour le partage de vos expériences. Moi, j'ai une réflexion autour de laquelle j'aimerais bien qu'on discute. C'est pas la première fois que je participe à ce type de table ronde, et j'ai l'impression qu'on finit toujours par retomber sur soit pas l'opposé, mais la comparaison entre les femmes et les hommes, ou alors le féminin et le masculin, parce que vous avez fait la différence en disant qu'on avait peut-être tous une part de féminin et de masculin en nous. Ce que je trouve personnellement dommage, et voilà, mon point de vue, c'est que ça ne nous permet pas toujours d'avancer dans ces débats-là, c'est de définir le féminin comme quelque chose de doux, qui va apporter de l'écoute, et de définir le masculin comme plutôt la part en nous qui nous permet d'avancer, de ne pas forcément prendre en compte les autres et d'être capable de prendre des décisions. Est-ce que c'est pas dommage justement de le réduire au féminin ou au masculin? Est-ce qu'on n'aurait pas juste parlé de ça comme des qualités qu'on aurait tous, plutôt que d'imaginer ça comme une opposition, et du coup presque d'une certaine façon de justifier que les femmes soient dans des fonctions support aujourd'hui,
et les hommes dans des fonctions qui sont plutôt dans des fonctions de décision. Alors c'est vrai que moi je l'entends pas du tout. Je crois que c'est des grandes familles, en effet, de différentes qualités, valeurs. Oui, ça peut être des qualités, en effet, mais c'est juste que c'est regroupé. Comme c'est la même chose de dire du yin ou du yang, par exemple. C'est souvent, le yin regroupe plein de choses, et le yang, pareil, si on parle pour changer ces mots féminins et masculins. Et donc, ces mots sont regroupés dans des familles, mais pour moi, vu qu'on a tous du yin et du yang en nous, bah oui, du coup, on a tous des qualités différentes. Et vu que c'est très subtil et et que tout ça se complète et crée des personnes uniques à chaque fois, bah je sais pas, je vois pas ça comme un souci. En tout cas, s'arrêter à un mot sur des valeurs, je suis pas sûre que ça fasse avancer non plus le débat. Par contre, que tous on travaille à des valeurs, si tu préfères ne pas utiliser le mot féminin, on peut dire que tous, il va falloir qu'on travaille nos qualités yin, par exemple, et que du coup, pour construire un monde de demain plus doux, que ça soit féminin ou masculin. Et donc, on peut dire aussi qu'il faut tous qu'on aille vers la coopération, vers ça, mais c'est juste que c'est regroupé dans un chapeau pour moi. Donc, je sais pas. Je suis vraiment en phase avec ce que tu viens de dire, Nathalie, et c'est une réflexion intéressante. Peut-être que les mots féminins et masculins, d'ailleurs, sont trop connotés et enferment le débat. Et le but, c'est certainement pas de dire que c'est naturel que les femmes sont dans les fonctions support et pas dans des postes d'opérationnels. C'est vraiment pas ça du tout l'idée. C'est au contraire, moi, je pense vraiment qu'on a ce potentiel-là en nous, en fait, hein, et que l'enjeu, c'est qu'on réconcilie notre part de yin et de yang. Effectivement, ces mots-là me parlent aussi. À la fois notre capacité d'agir vers l'extérieur et notre capacité d'écoute et d'accueillir. Et qu'il y a beaucoup de construction sociale là-dedans aussi, hein. Le but, c'est pas d'essentialiser tout ça. On peut tout à fait laisser une place plus équilibrée aux deux. Et après, je pense qu'il y a aussi cette notion de... pour avoir des sociétés davantage plurielles et davantage de diversité dans la gouvernance des organisations, l'enjeu, c'est de reconnaître aussi la différence et la complémentarité entre ce yin et ce yang, pour qu'on ait des modes de décision qui sont équilibrés entre les deux. Donc il y a aussi un enjeu de passer par le fait de définir les deux et de comprendre la différence entre les deux, pour que dès lors qu'on a compris la différence entre le yin et le yang, qu'on puisse mieux les assembler l'un avec l'autre, parce que c'est de cette différence-là que vient leur complémentarité, et que finalement on peut mieux les assembler dans des organisations où c'est pas un chef, c'est plusieurs individus qui prennent des décisions ensemble, quoi. Oui, bonjour à tous. Oui, merci beaucoup pour la masterclass, c'est très intéressant. Je voulais juste vous partager du coup mon point de vue et peut-être une question aussi. Je suis très en ligne avec l'aspect coopération, et par exemple, pour citer un peu Charles Darwin et sa vision de l'évolution, et plus donc du coup de la lutte interespèces, je pense que s'il avait été une femme, il aurait plus vu ça comme de la coopération entre espèces pour l'évolution. Donc je pense que c'est vraiment très important. Et du coup, je voulais savoir comment... C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un modèle d'éducation qui est ce qu'il est, qui passe donc dès le très jeune âge avec les poupées, la cuisine, ainsi de suite. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, qu'est-ce que vous pouvez mener comme action pour justement changer un petit peu ces paradigmes qui sont déjà très enclins dès l'école, tel qu'on le voit aujourd'hui. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous menez des actions? Voilà. Merci. Alors moi j'ai un fils de 6 ans, donc évidemment ouais, je me pose la question. C'est complexe, hein. C'est complexe, et alors moi je vois que depuis tout petit il est plus attiré par les tracteurs, par les grosses machines, par voilà. Bon je vais pas l'empêcher en fait d'être attiré par ça. Alors est-ce que c'est la société, parce que c'est pas moi qui lui ai dit va voir le tracteur. Donc voilà, j'observe ça.
J'observe, j'essaye de vraiment le laisser se mettre du vernis à ongles s'il veut se mettre du vernis à ongles, ou le laisser le maquiller s'il a envie de se maquiller. J'essaye de ne pas porter de jugement sur ce qu'il a envie de faire. L'autre jour, on faisait du bateau et il monte dans un petit bateau en plastique avec sa petite copine de son âge. Et naturellement, la petite s'assoit devant, à 6 ans, et lui se met à l'arrière et il rame. et j'hallucinais, et je me disais, pourtant on est dans un tout petit village et il n'y a que des gens qui essayent de pas être là-dedans. Enfin, en tout cas, j'ai cette impression-là. Et la scène était naturelle. Je n'allais pas les disputer ou quoi. Et en effet, je crois que l'important, c'est peut-être juste de se remettre en question, d'observer, d'essayer d'avoir le moins de préjugés, de jugements possibles. Mais je dois dire, c'est pas toujours facile. Et encore une fois, une super copine à moi, l'autre jour, il lui demande pour lui mettre du vernis à ongles. Elle dit ah non, c'est pour les filles. Hein. Je lui dis bah pourquoi ? Et voilà. Et elle était beaucoup plus jeune que moi. Et voilà. Mais bon, ça implique en fait juste de prendre du recul aussi parfois sur les paroles. Et sur mes paroles, moi-même, c'est pas facile. Et on en revient au fait qu'on a tous un travail à faire de prendre du recul par rapport à ça, de nous auto-analyser, de ne pas reproduire des préjugés. Et c'est une déconstruction sur laquelle on a tous un truc à faire. Hein. Moi-même, hier soir, quand j'ai pensé au speaker homme, je veux dire, voilà, c'est humilité par rapport à tout ça, quoi. Bon, ce qui est bien maintenant, Mélina, c'est que tu auras au moins 2 noms de femmes speakers la prochaine fois qu'on te pose la question. Lucille, je ne te vois pas. Je crois qu'on avait une question sur la gauche de la salle. Je crois que de toute façon, on est différents et on restera différents, et tant mieux, de toute façon. Une intervention difficile. Vous voyez, je ne sais pas si je vais oser intervenir, parce que je suis un homme. Vous l'avez compris. Et il n'y a pas que les femmes qui ont des retenues ou qui ont des difficultés à passer des étapes. Donc vous voyez qu'on est homme-femme, on peut être dans la même situation. Donc je prends la parole parce que d'abord j'ai commencé à critiquer, si je peux permettre, mon ami Laurent en lui disant c'est bizarre, pour parler des femmes, vous n'avez pas invité d'hommes. Donc la mixité, ça devrait être dans les deux sens. Et là, ce n'est pas le cas. Bon. Donc pour revenir à vos propos, alors je vais dire que vous avez fait toutes les deux une intervention un peu conflictuelle au départ, pour la rendre un peu plus apaisante. Et la question qui vous a été posée était posée tout à l'heure en premier, était encore orientée sur l'apaisement. Je pense que, quand on parle du rôle des femmes, ou de l'écologie, si on commence à le mettre en conflit, je pense qu'on ne va pas beaucoup avancer. J'ai constaté qu'au début, parce que je parle des propos, Bidina, ce n'est pas du tout une critique, quand vous avez commencé à dire « je suis heureuse d'avoir cassé les codes, je suis rentrée dans l'entreprise et je suis la personne qui va, j'allais dire, accompagner l'entreprise vers le social ou vers la société ». Bon, sur ce point-là, je dirais, il y a eu tellement de travail fait sur la RSE et tellement de travail fait globalement. Je prends qu'un exemple, RSE, c'est le social et l'environnement. Le social, on a eu des manifestations pendant des mois et des mois. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise ? On a signé le plus grand nombre d'accords d'entreprise, et en particulier sur le partage de la valeur. Donc là, c'est un exemple qui démontre que l'entreprise, qui n'était pas dans ce trip-là il y a quelques années, a beaucoup, beaucoup évolué sous la pression des pouvoirs publics, il faut le reconnaître. Donc, le premier conflit que vous avez un peu soulevé, l'entreprise, le social, l'entreprise et l'environnement, il y a un peu de chemin. Je suis d'une entreprise qui a signé un contrat d'entreprise à mission. Franchement, c'est la responsabilité. Hein. Vous êtes tous les matins sous surveillance des médias, merci, ils sont là, pour la moindre écart est relevé et vous avez énormément de mal à vous en sortir. Donc, c'est un gros engagement. Si je passe à la partie écologie et au genre, bon, parce que vous avez fait aussi un grand chapitre là-dessus, là aussi, je pense que c'est pas sûr qu'il y ait une grosse différence. Par contre, ce que je pense, pour avoir participé à des discussions RSE chez nous, c'est vrai que je considère que vous avez une approche des problèmes et que vous apportez, vous les femmes, beaucoup dans le débat. Et que si on continue à faire ce chemin, je dirais, un peu complémentaire, et dans l'apaisement qui a été souligné tout à l'heure, je crois que vous allez apporter beaucoup.
et qu'on va encore avancer plus vite. Donc j'avais pas de questions, j'avais quelques remarques, c'est pas très bien de faire comme ça, mais je l'ai fait. Toutes mes hésitations de départ. Merci, en tout cas ça me permet de rectifier peut-être ce que j'ai dit en introduction de manière assez liminaire sur le fait que moi je me sentais à la frontière entre l'entreprise et la société. Il s'agit loin de moi l'idée de dire que je porte la socialisation de l'entreprise, c'est pas vrai du tout. Et puis heureusement il y a plein de gens qui portent tout un tas d'initiatives et enfin moi mon rôle c'est d'être coordinatrice, hein, je dirige rien du tout et c'est vraiment plus un rôle de justement moi, je me ressens plus comme une membrane poreuse, en fait. C'est juste d'avoir cette ouverture-là sur l'extérieur de l'entreprise et de faire rentrer le dehors dedans, en fait. C'est plus ça. Et d'avoir ce dialogue, d'être un espace où il peut y avoir un dialogue en transparence et qu'on puisse coopérer avec des acteurs externes et faire des choses innovantes avec tout un réseau d'acteurs internes qui mènent des initiatives. Donc, moi, je le vois vraiment pas comme une conflictualité en fait, entre l'entreprise et la société. Au contraire, je pense que là, on n'a vraiment pas le temps de se tirer dans les pattes. On est dans une urgence existentielle absolue. Il est trop tard pour faire l'économie des bonnes volontés des uns et des autres, et on est obligé de tous, autant qu'on est, ramer dans la direction d'éviter les chutes du Niagara. C'est ce qu'on évoquait, je crois, sur la deuxième question quand vous parliez de coopération, coopération entre les genres, coopération entre l'ensemble des parties prenantes pour aller vers et construire nous-mêmes ce futur désirable. Lucille, on va prendre peut-être une dernière question, si on en a. Je ne sais pas si vous les repérez, les questions. Ah, super. Moi, j'ai très peur de poser ma question. Alors, pas vraiment une question. Je suis très contente d'avoir l'opportunité de normaliser la discussion, puisqu'il était temps. Mais malheureusement, je sens aujourd'hui que la communication dans la présentation de cet événement, on parle effectivement des 40%, etc. On normalise, certes, mais on est dans les très grandes entreprises, malheureusement toujours dans le greenwashing et dans le purple washing. Et aujourd'hui, ce n'est que de la communication, malheureusement, dans les très grandes entreprises. Et je suis vraiment en complet désaccord avec ce qu'il a dit le monsieur derrière moi là-dessus. Voilà, donc aujourd'hui, mon entreprise, c'est le cas. Dans le grand board, et c'est une très grande entreprise, on communique sur le 45% des effectifs féminins et ils sont tous dans les fonctions non opérationnelles. Voilà. Donc, et on nous cantonne là-dessus et je suis très triste. Merci pour la question. Je veux bien réagir alors sur l'aspect greenwashing. Alors tu sais, moi, je dévoue ma vie à ça. Donc évidemment, quand je vois ça, ça m'attriste et c'est dur. Après, il y a quelque chose qui me console, c'est que je pense que vraiment, il y a des mesures comme le fait d'imposer la RSE dans les entreprises. Obligatoirement, enfin j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, ça peut être utilisé comme de greenwashing. Mais je suis impressionnée comme certaines entreprises, je ne saurais pas te dire le pourcentage, mais comme ça bouscule déjà, comme il faut se remettre en question, comme ça force à se remettre en question, à avancer, donc à commencer à changer. Et je me dis, peut-être le greenwashing est le premier symptôme du changement. Peut-être ça doit passer par là pour continuer. Alors je sens Mélina souffler, respirer profondément. Mais moi, en tout cas, ça me console de me dire, ok, pour l'instant, chez eux, la RSE, c'est du greenwashing. Bon, mais tentons. Et la RSE force déjà à un dialogue. Déjà, ils commencent beaucoup plus, les entreprises, à nous recevoir, à nous écouter. Et peut-être c'est déjà le premier pas, en fait, de commencer à se dire, alors attends, ça existe, il va falloir que j'aille vers là, mais je vais
plutôt aller faire du business avec l'autre, avec ma RSE. Mais peut-être que dans 2-3 ans, ils vont se dire « Ah ouais, mais en fait, ça avait du sens et je vais revenir là. » Je l'espère. Et sur le côté féminin, bah oui, bien sûr, 2% des marins dans le monde sont des femmes. Et dans les 2%, 74% dans les navires de croisière sont des ventes de billets, des serveuses, des femmes de ménage. Donc je reçois. Maintenant, bah, voilà, le changement est en marche et ça ne se fait pas en un jour. Et quand il y a des places de libérées, bah, faut aussi que les femmes soient là pour prendre leur place, pour y aller, parfois pour se botter les fesses, pour se dire ok, bah, j'ai pas envie, mais je le fais au nom des autres femmes ou des rôles modèles qu'on a à jouer auprès des jeunes filles pour leur montrer que c'est possible. J'ai discuté encore hier avec une femme députée qui me disait que c'était tellement dur en fait dans ce monde-là de la politique d'œuvrer pour le bien commun et d'être une femme dans ce monde-là. Et je lui disais mais connecte-toi au fait que même si c'est dur pour toi, bah, tu le fais aussi pour toutes les femmes qui sont autour de toi, que tu inspires, et toutes les jeunes auxquels tu montres que c'est possible et que tu œuvres pour le bien commun en politique. Et moi, de voir des exemples comme ça, bah, ça me réconcilie aussi avec des mondes qui sont pas faciles, qui semblent avoir des valeurs pas évidentes. J'ai envie d'ajouter un mot sur le greenwashing. Je pense qu'il faut être lucide sur le fait que c'est une réalité. Toutes les entreprises parlent de transition écologique aujourd'hui. Les émissions de CO2 continuent inexorablement à augmenter. C'est bien qu'il y a un petit côté l'arbre qui cache la forêt sur la transformation profonde de manière à réduire en absolu les émissions de CO2. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que c'est un sujet incontournable et que les entreprises ne peuvent plus éviter. Et par la force des choses. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une pression qui est très forte qui oblige les entreprises à se questionner et à se transformer. Et que moi, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est pas une raison pour se détourner de l'entreprise, en fait. Il y a des failles qui s'ouvrent un peu partout dans l'ancien monde, en fait, parce que c'est un système qui transcende toutes nos entreprises. Et on a des degrés de liberté en tant que salarié pour s'engouffrer dans les failles et puis faire advenir ce nouveau monde de partout là où on opère, en fait. Et de faire advenir ce monde plus harmonieux, plus à l'écoute du vivant, plus apaisé et plus propice à la vie et à la paix, et que greenwashing ou pas greenwashing, féminisme greenwashing ou pas, il y a tout un tas de petites brèches qu'on peut creuser à notre niveau et c'est une source de sens et de joie, et quoi qu'il arrive, il ne faut pas arrêter, même si tout est encore trop lent par rapport à l'urgence dans laquelle on est, il n'y a aucune raison de s'arrêter, quoi. Eh bien, Mélina et Nathalie, je crois que c'est une très belle conclusion pour notre échange et pour cette masterclass. Merci pour cette question, effectivement, qui nous a permis d'aborder le mot de la fin, qui pourrait être, entre guillemets, changement climatique et relations intergenres. On n'a plus le temps et il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Je pense qu'on peut dire ça. Un grand merci à nos deux intervenantes. Merci. Merci à vous tous. Et puis, vous allez voir effectivement à quel point cette masterclass était importante, puisque vous avez connecté, sans le savoir précisément, avec énormément de sujets que vous allez tous pouvoir retrouver dès cet après-midi lors du Forum Le Monde Nouveau, notamment le rapport au voyage, notamment le rôle des médias de demain matin, notamment effectivement la sobriété dans cette salle à 14h30, sobriété et décarbonation. Bref, encore une fois, un grand merci à chacune de vous.